Bonjour et bienvenue sur Score Stories. Aujourd'hui, on va parler d'un compositeur qui a révolutionné la musique de film en l'espace de quelques années seulement. Un Islandais installé à Berlin qui fusionnait le classique avec l'électronique, créant des paysages sonores qu'on n'avait jamais entendus avant. Il s'agit de Jóhann Jóhannsson. Disparu à l'âge de 48 ans dans des circonstances qui restent floues, il a laissé derrière lui une empreinte indélébile. Jóhann Jóhannsson n'était pas juste un compositeur de musique de film, c'était un artiste complet qui refusait les frontières entre les genres. Ses albums personnels étaient aussi ambitieux que ses partitions hollywoodiennes. Il composait pour des orchestres, pour des bandes de cuivre, pour des synthétiseurs analogiques. Il réalisait aussi ses propres films. Il expérimentait avec les sons électromagnétiques de vieux ordinateurs IBM. Rien ne l'effrayait. Remontons le temps et découvrons qui était vraiment Jóhann Jóhannsson. Jóhann Gunnar Jóhannsson naît le 19 septembre 1969 à Reykjavik, la capitale islandaise. On est à une époque où l'Islande commence tout juste à développer sa scène culturelle moderne. Le père de Jóhann est ingénieur chez IBM, l'un des premiers programmateurs informatiques du pays. Cette figure paternelle va marquer profondément Jóhann, au point qu'il lui dédiera plus tard tout un album. Enfant, Jóhann apprend le piano et le trombone, mais il n'est pas du genre à suivre sagement les cours du conservatoire. Il est essentiellement autodidacte. Il apprend en écoutant, en expérimentant, en cherchant son propre chemin. Très jeune, il se plonge dans le rock indépendant et le shoegaze, ces courants britanniques qui noient les guitares sous des nappes d'effets. À la fin des années 80, adolescent, il monte son premier groupe, Daisy Help Happy Farm. C'est du proto-shoegaze, des textures sonores épaisses, des mélodies noyées sous les distorsions. Le groupe sort quelques titres qui, contre toute attente, se font remarquer. Le légendaire DJ britannique John Peel en passe à la radio. Steve Albini, le producteur culte de Nirvana et des Pixies, leur envoie même une lettre de fan. Pour des gamins islandais, c'est fou. Mais le groupe ne dure pas. Jóhann enchaîne avec d'autres formations. Olympia, Unun et surtout Ham, un groupe de rock alternatif qui devient l'un des noms importants de la scène indépendante islandaise. Il joue de la guitare, il produit et commence à comprendre le studio comme un instrument à part entière. En 1999, il cofonde Kitchen Motors avec d'autres musiciens et artistes. C'est un collectif, un label, un think tank. L'idée, c'est d'encourager les collaborations interdisciplinaires, faire travailler ensemble des punks, des jazzmen, des compositeurs classiques, des métalleux, des artistes électroniques. Bref, casser les barrières. C'est dans ce bouillon de culture que Jóhann va forger son propre son, cette fusion unique qui deviendra sa signature. En 2002, il sort son premier album solo, Englaborn. C'est une suite instrumentale basée sur une musique qu'il a composée pour une pièce de théâtre du même nom. Sa méthode de travail est déjà claire. Il enregistre des instruments à cordes, puis les passe dans des filtres numériques. Il déconstruit les enregistrements et les réassemble. C'est de la musique classique qui passe au mixeur de la technologie moderne. Son deuxième album, Virlogu Star, sorti en 2004, est une pièce ambiante d'1 heure. 11 cuivres, un glockenspiel, un piano, un orgue, des cloches et de l'électronique. Un son qui marie classique, ambiante et expérimentale. La critique est enthousiaste. On commence à parler de lui en Europe. En 2006, Jóhann Jóhannsson sort l'album qui va changer sa vie. IBM 1401, A User's Manual. C'est un hommage direct à son père. L'IBM 1401,
C'est un ordinateur des années 60. Une machine gigantesque avec ses cartes perforées et ses bandes magnétiques. Le père de Johann passait ses heures de pause à programmer de petites mélodies sur cette machine. Johann a une idée folle. Il va utiliser les émissions électromagnétiques produites par l'IBM 1401 comme matériau sonore. Il enregistre ses signaux, ses clics, ses buzz, ses fréquences parasites, et il les intègre dans des compositions orchestrales. C'est de la musique concrète, de l'électroacoustique, mais au service d'une émotion pure. Le souvenir d'un père, la nostalgie de cette époque où l'informatique balbutiait. L'album sort sur le label britannique 4AD, un label mythique qui a publié les Cocteau Twins, Dead Can Dance, This Mortal Coil. Pour Johann, c'est une consécration. Il n'est plus juste un musicien islandais underground. Il entre dans la cour des grands de la musique expérimentale européenne. 2 ans plus tard, en 2008, il sort Fordlandia. Le titre fait référence à l'échec monumental d'Henry Ford au Brésil. Dans les années 20, Henry Ford a voulu créer une plantation de caoutchouc en Amazonie, une ville utopique qui porterait son nom, Fordlandia. Le projet s'est effondré. Johann s'inspire de cet échec, de cette confrontation entre l'ambition technologique et la nature. Sa musique mêle orgue, cordes et sons synthétiques. C'est mélancolique, grandiose, mais aussi hanté. La critique est dithyrambique. Fordlandia est salué comme l'un des meilleurs albums de musique contemporaine de l'année. Johann est désormais reconnu internationalement. Mais il ne s'arrête pas là. Parallèlement à ses albums personnels, Johann compose pour le théâtre, la danse et les documentaires. En 2004, il écrit la musique de Dis, une comédie islandaise. En 2007, c'est Svartir Englar, une série télé islandaise, puis In the Arms of My Enemy. Ce sont des travaux modestes, mais qui lui apprennent le métier. En 2010, il rencontre le cinéaste expérimental Bill Morrison. Ensemble, ils travaillent sur The Mariner's Hymns, un film et une composition pour orchestre de cuivre, orgue à tuyaux et électronique. L'œuvre sort en 2011. C'est puissant, solennel, presque liturgique. Jóhann Jóhannsson montre qu'il peut écrire pour de grandes formations et créer des émotions profondes. Mais c'est l'année 2013 qui va tout changer. Denis Villeneuve, réalisateur québécois qui a marqué les esprits avec son film Incendie et Polytechnique, prépare son premier film hollywoodien, Prisoners. C'est un thriller avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Denis Villeneuve cherche un compositeur. Il écoute beaucoup de musique et il tombe sur le travail de Johann. Il est immédiatement séduit. Ce qu'il entend dans les albums de Johann, c'est exactement ce dont il a besoin pour Prisoners. Une musique qui ne se contente pas d'illustrer, mais qui creuse, qui inquiète, qui laisse l'imagination travailler. Johann dira plus tard que Denis l'a contacté alors qu'ils faisaient tous les deux leurs premiers pas dans le cinéma hollywoodien. Villeneuve venait du cinéma d'auteur canadien, Johann venait de la scène expérimentale islandaise. Ils étaient 2 outsiders, et peut-être que c'était justement pour ça que ça allait marcher. Le film Prisoners est un thriller atypique, presque 2h30, un rythme lent, des plans qui s'attardent. Villeneuve ne cherche pas à créer des sursauts artificiels. Il veut que la tension vienne de l'intérieur, qu'elle monte lentement, qu'elle nous ronge. Pour ça, il a besoin d'une musique qui fonctionne de la même manière. Johann compose une partition basée sur des drones graves, des cordes glaciales et une mélodie de violoncelle traitée électroniquement qui revient comme une obsession. Il y a très peu de percussions, alors que les thrillers en abusent généralement. Au lieu de ça, c'est presque choral. Certains passages ont une dimension religieuse, comme une messe noire. Johann dira plus tard que c'est exactement le genre de tension que Denis sait créer avec ses images. Ces plans qui s'attardent, ce silence pesant. La musique ne fait que prolonger cette méthode. Elle ne comble pas le vide, elle l'approfondit. Denis, de son côté,
implique Johann très tôt dans le processus. Il ne veut pas juste un compositeur qui arrive à la fin avec une partition clé en main. Il veut que Johann fasse partie de l'équipe, qu'il absorbe l'atmosphère du film dès le début. Johann vient sur le plateau, il visite les décors, il discute avec Denis pendant le montage. Et surtout, Denis ne met jamais de musique temporaire pendant qu'il monte. Beaucoup de réalisateurs utilisent des musiques existantes, comme placeholder. Pas Denis Villeneuve. Son premier montage est toujours silencieux. Comme ça, quand Johann commence à composer, il a un terrain vierge. Il ne risque pas d'être influencé par une musique qui n'était là que provisoirement. Prisoners sort à l'automne 2013. Le film est un succès critique et commercial. Les gens remarquent la musique. Cette partition sombre, minimaliste, qui vous colle aux os. Pour Johann, c'est une révélation. Il comprend qu'il a trouvé le collaborateur idéal. Et Denis, de son côté, sait qu'il a découvert son compositeur. En parallèle, Johann travaille avec James Marsh sur une merveilleuse histoire du temps, The Theory of Everything, le biopic sur Stephen Hawking, avec Eddie Redmayne et Felicity Jones. La partition est radicalement différente de Prisoners. Ici, c'est lumineux, énergique, optimiste par moments. Johann montre qu'il peut s'adapter à des registres totalement opposés. Le film sort en 2014. Johann est nommé aux Oscars, au BAFTA et au Grammy. Il remporte le Golden Globe de la meilleure musique originale. C'est son premier prix majeur hollywoodien. Pour un compositeur qui, 2 ans plus tôt, travaillait encore sur des projets islandais confidentiels, c'est vertigineux. Mais il n'a pas le temps de le savourer. Denis Villeneuve l'appelle déjà pour le projet suivant, Sicario. Sicario, c'est un film sur la guerre de la drogue à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Emily Blunt joue une agent du FBI qui se retrouve embarquée dans une opération gouvernementale entourée de Benicio del Toro et Josh Brolin. C'est un film violent, âpre, avec des personnages ambigus. Jóhann Jóhannsson compose une partition qui est devenue légendaire. Le morceau central s'appelle The Beast. C'est 7 minutes de tension pure. Des basses qui montent, qui grondent, qui vibrent, des cordes dissonantes qui grincent. C'est une progression implacable, comme une marche vers l'enfer. La scène du tunnel à la frontière, quand les personnages descendent dans les souterrains, c'est ça, The Beast qui les accompagne. On a peur sans savoir exactement pourquoi. La musique nous dit que quelque chose de terrible va se passer. Denis Villeneuve dira plus tard que The Beast était l'une des premières compositions que Johann lui a jouées, et il a construit toute la séquence autour de cette musique. Généralement, c'est l'inverse. Le réalisateur tourne, le compositeur écrit ensuite. Mais là, c'est la musique qui a dicté le montage, le rythme, les coupes. Sicario sort en 2015. Johann est nommé aux Oscars pour la 2e année consécutive. Il ne gagne pas, mais peu importe. Il est maintenant reconnu comme l'un des compositeurs les plus audacieux de sa génération. La même année, Villeneuve et Johansson se retrouvent pour leur 3e collaboration. Arrival. C'est une science-fiction basée sur une nouvelle de Ted Chiang. Amy Adams y joue une linguiste qui doit communiquer avec des extraterrestres. Mais c'est aussi une méditation sur le temps, la mémoire et le deuil. Johann compose une partition qui est peut-être son chef-d'œuvre. Il y a une voix humaine, celle de la soprano islandaise Hildur Runa Öxdóttir, qu'il traite électroniquement jusqu'à ce qu'elle devienne presque inhumaine. À cela s'ajoutent des cordes qui glissent et des sons électroniques qui évoquent les vaisseaux aliens. Tout ça crée une atmosphère d'étrangeté et de beauté mélancolique. Le morceau principal, Arrival, est d'une puissance émotionnelle rare. Quand Amy Adams comprend enfin le langage alien, quand elle réalise ce que ça signifie pour elle et pour l'humanité, c'est cette musique qui porte la scène. Le film sort fin 2016 et est un triomphe critique. Johann est à nouveau nommé aux Oscars, aux Golden Globes, au BAFTA et au Grammy. L'International Film Music Critics Association le nomme score de l'année. C'est l'apogée de sa carrière. Et puis vient le projet
qui va tout faire basculer. Blade Runner 2049. Denis Villeneuve réalise la suite du film culte de Ridley Scott. C'est un projet titanesque, un budget colossal, une pression immense. Et bien sûr, Denis veut Johan pour la musique. Ils ont fait 3 films ensemble, pourquoi pas un 4e. Johan se met au travail. Il compose pendant des mois. Il crée une partition qui, selon ceux qui l'ont entendue, est magnifique. Expérimentale, étrange, fidèle à l'esprit de Vangelis qui avait composé le premier Blade Runner tout en étant résolument moderne. Mais les producteurs ne sont pas convaincus, ni Warner Bros. Ils trouvent la partition trop expérimentale, pas assez commerciale. Ils veulent quelque chose de plus accessible, de plus traditionnel. Denis est coincé entre son ami compositeur et les exigences du studio. Finalement, la décision tombe, Johan est remplacé. Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch reprennent le projet en quelques semaines seulement. Johan est dévasté. C'est son 4e projet avec Denis. Ils avaient construit quelque chose ensemble. Et là, brutalement, c'est terminé. Pour Johan, c'est un coup terrible. Certains de ses proches diront plus tard que cette rupture l'a profondément affecté. Il ne dira rien publiquement, mais ceux qui le connaissent savent que c'est une blessure profonde. Malgré ce revers, Johan continuera à travailler. Il a déjà terminé la partition de Mary Magdalene avec Rooney Mara pour le réalisateur Garth Davis. Il compose pour The Mercy, un film de James Marsh avec Colin Firth. Et il travaille sur Mandy, un film d'horreur psychédélique avec Nicolas Cage réalisé par Panos Cosmatos. Mandy sera peut-être sa partition la plus radicale. De la musique heavy, abrasive et sombre, des guitares distordues, des synthés analogiques poussés à fond, ainsi que des drones. C'est loin de l'élégance d'une histoire du temps, mais ça montre l'étendue de son talent. Johan pouvait tout faire. Il est aussi en train de finaliser son propre film, car oui, il réalise. Last and First Man, basé sur le roman de science-fiction d'Olaf Stapledon. C'est un essai visuel et sonore sur l'avenir de l'humanité, narré par Tilda Swinton. Il a tourné en noir et blanc dans les Balkans, en filmant d'immenses monuments brutalistes. Au début de l'année 2018, il reçoit une commande prestigieuse. Composer la musique de Christopher Robin, le film Disney sur Winnie l'ourson. C'est un projet très différent de ce qu'il fait d'habitude, mais Johan est excité. Il s'installe dans son appartement berlinois pour travailler. Le 9 février 2018, Johan manque plusieurs rendez-vous professionnels. Il ne répond plus au téléphone. Après quelques jours d'inquiétude, la police berlinoise force la porte de son appartement et le retrouve sans vie. Il avait 48 ans. Les autorités concluent à une overdose accidentelle. Mais beaucoup se posent des questions. Est-ce que la pression hollywoodienne a été trop forte? Est-ce que le rejet de sa partition pour Blade Runner 2049 l'a poussé à bout? Est-ce que cet artiste sensible, qui préférait se définir comme un compositeur qui fait aussi des films, plutôt qu'un compositeur de films, a été broyé par la machine? On ne saura jamais vraiment. Johan lui-même avait dit qu'il ne souffrait pas de dépression, mais de mélancolie, et qu'il ne voyait pas ça comme une mauvaise chose. Il comparait ça au fait de regarder volontairement un film triste. La mélancolie faisait partie de lui, de sa musique. Johan Johansson a composé pendant moins de 20 ans, et sur cette période, 5 ans seulement dans le cinéma hollywoodien. Pourtant, son empreinte est immense. D'abord, il y a ses films posthumes. Mary Magdalene, qui sort quelques semaines après sa mort. Mandy sort en septembre 2018 et devient culte instantanément. Sa musique agressive, oppressante, psychédélique, colle parfaitement au délire visuel de Panos Cosmatos. Les fans de cinéma de genre en font un classique. The Mercy sort aussi en 2018. Et puis, en février 2020, 2 ans jour pour jour après sa disparition, Last and First Man est présenté au Festival de Berlin. Le film qu'il a lui-même réalisé. C'est un essai visuel et sonore d'une beauté étrange, avec Tilda Swinton qui narre l'histoire de l'humanité sur 2 milliards d'années. Les critiques sont dithyrambiques.
Beaucoup disent que c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, il y a l'influence. Johann a montré qu'on pouvait faire de la musique de film radicalement différente et avoir du succès. Qu'on pouvait refuser les recettes hollywoodiennes, les cordes larmoyantes, les cuivres héroïques convenus, qu'on pouvait traiter la musique de film comme de l'art contemporain. Aujourd'hui, quand on réécoute sa musique, on entend la mélancolie dont il parlait, cette beauté triste, cette nostalgie pour quelque chose qu'on ne peut pas nommer, ces paysages sonores islandais, ces grands espaces, ces ciels immenses, tout ça est là, dans chaque note. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Partagez-le et abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Score Stories.